Dans la petite ville de Riverbrook, un simple acte de cruauté a déclenché une révolution inattendue. Lorsqu'un mardi glacial, 2 policiers, Dumont et Rigal, ont agressé une vieille femme noire sans abri dans le petit café du coin, personne ne s'attendait à ce que ce geste déclenche un soulèvement. Lucy Bell, 73 ans, ancienne infirmière militaire décorée, était venue chercher un peu de chaleur et un café noir au Blue Maple Diner. Ce qu'elle a trouvé, c'était le mépris, l'humiliation et la brutalité. Ce que les agents n'avaient pas prévu, c'était que Lucy avait des connexions qui remontaient bien au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer. Riverbrook n'était qu'un point sur la carte, un de ces endroits où tout le monde prétend connaître tout le monde, où les secrets s'enfouissent sous la routine des jours et où les puissants pensent pouvoir tout contrôler. Mais ce matin-là, dans la lumière blafarde d'un néon qui clignotait au-dessus du comptoir, quelque chose a basculé. Lucy ne criait pas, ne suppliait pas. Elle regardait, droite, digne, avec ce regard que seuls les survivants portent. Un regard qui avait vu le sang, la mort et l'injustice de trop près pour en être effrayé encore. Quand Rigal lui a arraché son sac, jeté sa canne à terre et murmuré quelque chose de venimeux entre ses dents serrées, c'est une serveuse tremblante, Rachel, qui a appuyé sur le bouton d'alarme. Pas pour appeler les secours, pour filmer. La vidéo n'a duré que 59 secondes, mais dans ces 59 secondes, le pays a vu ce que Riverbrook avait toujours voulu cacher. On y voyait Lucy tomber, sa tête frappant le coin du comptoir, un filet de sang traçant une ligne rouge le long de son cou ridé. On y voyait Rigal rire. On y voyait Dumont reculer d'un pas, non pas de honte, mais pour que ses bottes ne soient pas tachées. Et surtout, on y voyait Rachel, les mains tremblantes, tenant le téléphone comme on tiendrait une arme dans une guerre qui ne disait pas son nom. Mais ce que les policiers ignoraient, c'est que Lucy n'était pas seule. Une femme comme elle ne traverse pas 7 décennies de lutte sans tisser des liens solides. Parmi les spectateurs de cette vidéo, il y avait un ancien général qu'elle avait soigné dans le désert. Une sénatrice qu'elle avait protégée lors d'une émeute. Un journaliste de guerre qu'elle avait tenu par la main pendant qu'on extrayait les éclats de sa poitrine. En quelques heures, ces gens aux 4 coins du pays ont commencé à appeler, écrire, mobiliser. Le nom de Lucy Bell a surgi dans les conversations, les tribunes, les bulletins d'information, les groupes d'anciens combattants et jusque dans les couloirs du pouvoir. Ce que Dumont et Rigal pensaient être un banal acte d'intimidation était devenu une onde de choc national. Le visage de Lucy, tuméfié mais indompté, s'est retrouvé en une des journaux, superposé aux mots « assez »,« respect »,« justice ». Le téléphone de Rachel ne cessait de vibrer. Des gens qu'elle ne connaissait pas pleuraient au son de sa voix. Les anciens collègues de Lucy, pour la plupart disparus dans l'anonymat, sont ressortis de l'ombre, apportant des dossiers, des lettres, des preuves que ce que Lucy avait subi n'était qu'un fragment d'un système bien plus vaste. Ce que les agents n'avaient pas prévu, c'était que Lucy avait des connexions qui remontaient bien au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer. Lucy portait un manteau militaire trop grand, effiloché aux manches, mais impeccablement propre. Elle avançait lentement, avec une canne d'acier noir poli qu'elle utilisait plus par réflexe que par nécessité. Ses cheveux argentés étaient relevés sous un bonnet en laine sombre, et son visage, malgré les années et la fatigue, gardait une fierté indélébile. Lorsqu'elle est entrée dans le café, la clochette au-dessus de la porte a tinté doucement. Mais l'ambiance s'est figée, les conversations se sont arrêtées, les regards se sont détournés, et quelqu'un a murmuré « Encore une ». Elle a simplement choisi un tabouret près du radiateur, a posé sa canne contre le comptoir et a attendu. Elle ne demandait rien, pas la pitié, ni même l'attention. Juste un café noir bien chaud, dans une tasse épaisse qu'elle pourrait tenir entre ses mains gercées. La chaleur du radiateur léchait doucement ses jambes à travers les couches de tissu. Elle ferma brièvement les yeux, pas de lassitude, mais pour savourer cette simple présence au chaud, un luxe quand on dort dans une tente rafistolée sous un pont ou dans une ruelle. Dans sa poitrine, son cœur battait calmement, pas comme autrefois, sur le terrain, quand chaque pas pouvait être le dernier. Aujourd'hui, la guerre était différente, silencieuse, usante. Et personne ne décorait les soldats de cette bataille-là. Derrière le comptoir,
La jeune serveuse l'avait vue, bien sûr. Rachel. 24 ans, tresse brune et mains qui bougeaient trop vite. Elle hésita, regarda la patronne, puis les policiers assis à la table du fond. Elle savait que Lucie ne causait jamais de problème. Elle venait, elle buvait, elle repartait. Parfois, elle restait plus longtemps, les doigts posés sur la céramique chaude comme on touche un souvenir. Mais Rachel savait aussi que certains clients n'aimaient pas ça, les sans-abri, ceux qu'on ne veut pas voir. Pourtant, il y avait quelque chose chez Lucie, une dignité, une aura étrange qui forçait le respect, même en silence. Lucie, elle, observait sans vraiment regarder. Elle reconnaissait les odeurs, café brûlé, bacon trop cuit, désinfectant bon marché. Elle reconnaissait les bruits, le frottement des cuillères contre la porcelaine, les talons de la serveuse sur le lino écaillé, le bruissement des journaux, les soupirs mal contenus. Elle reconnaissait aussi les regards, ces coups d'œil tranchants, furtifs, ceux qui jugent, qui pèsent, qui condamnent sans un mot. Elle avait appris à les porter comme une autre couche de vêtements. Ils ne lui faisaient plus mal. Ils glissaient sur elle comme la pluie sur une bâche militaire. Elle restait droite, présente, ancrée. Une goutte de condensation glissa sur la vitre près d'elle, traçant une ligne paresseuse comme une larme sans émotion. Dehors, la rue était grise, les passants rares, émitouflés, pressés. Personne ne s'arrêtait pour aider. Personne ne s'arrêtait tout court. Le monde allait vite. Lucie, elle, allait lentement. Mais elle allait encore. Et à sa manière, elle avançait chaque jour, un pas après l'autre, avec la même discipline silencieuse que celle qu'elle avait eue sur le terrain. Elle n'attendait pas grand-chose de ce matin-là. Mais elle attendait quand même. Elle ne lisait pas de journal. Elle ne sortait pas son téléphone. Elle ne tentait pas de capter l'attention de qui que ce soit. Elle restait là, droite sur son tabouret, les paumes posées à plat sur le comptoir froid, les yeux rivés sur le mur écaillé face à elle. Une affiche déchirée annonçait un concert qui avait eu lieu 2 semaines plus tôt. Une ampoule clignotait. Tout dans cet endroit semblait vouloir lui dire qu'elle n'était pas la bienvenue. Mais elle ne bougea pas. Elle attendait. Mina Lefebvre, une serveuse de 24 ans qui travaillait au Blue Maple depuis 2 ans pour subvenir aux besoins de son petit frère, a été la première à briser le silence. Elle s'est avancée doucement et a dit « Bonjour madame, je peux vous offrir quelque chose ?» Lucie a souri et a répondu calmement « Un café noir, et s'il y a encore du ragoût, je veux bien une petite assiette. » Le madame avait surpris Mina. Peu de gens prenaient la peine de parler à Lucie avec respect, et encore moins l'appelaient ainsi. Le mot avait flotté un instant dans l'air, comme une musique qu'on n'entend plus. Madame. Une simple syllabe, mais qui portait tout le poids de la reconnaissance. Mina l'avait dit sans y penser, par réflexe, peut-être influencée par l'aura de cette femme au manteau usé mais digne. Et Lucie, en retour, n'avait pas sauté sur cette politesse. Elle l'avait accueillie avec un sourire qui, à lui seul, racontait une vie de combat, de patience, de perte et de petites victoires. Dans la cuisine, Mina sentit les larmes lui monter. Elle pensa à son frère, Jules, 10 ans, qui ne comprenait pas pourquoi leur mère ne revenait plus, pourquoi Mina rentrait si tard, si fatiguée, pourquoi parfois le frigo était presque vide. Elle pensait à tout ce qu'elle avait vu en 2 ans au Blue Maple, les ivrognes du soir, les disputes de couple à voix basse, les crises d'angoisse silencieuses des clients solitaires. Mais ce matin-là, elle sentait que quelque chose était différent. Fragile, tendu. Dans le coin, Dumont et Rigal, 2 policiers en uniforme, terminaient leur pause. Ils étaient là presque chaque matin, commandant le même déjeuner gras, laissant des pourboires dérisoires, traitant les serveuses comme des accessoires. Dumont a levé les yeux et a lancé d'un ton trop fort. « Faut faire gaffe avec ces clochardes. Elles piquent les couverts pour les revendre. » Son rire était sec, sans chaleur, presque mécanique. Un rire de pouvoir, habitué à ne jamais être contesté. Rigal a renchéri. « Et après, elles vont chier dans les ruelles derrière. On devrait l'escorter direct au refuge. » Les mots tombèrent comme des pierres dans la pièce. Quelques clients détournèrent le regard. Un homme grimaça dans son journal. Une vieille dame, près de la fenêtre, baissa les yeux vers sa assiette. Personne ne dit rien. C'était le genre de phrase que tout le monde avait déjà entendue, que certains pensaient en silence, sans jamais oser les dire,
et que d'autres prononçaient sans la moindre gêne. Mais Mina, elle, sentit une bouffée de colère monter. Elle aurait voulu balancer le pot de café bouillant sur la table des deux hommes. Elle aurait voulu leur hurler qu'ils ne savaient rien. Rien de la vie de cette femme, ni de ce qu'elle avait donné, ni de ce qu'elle avait perdu. Mais elle savait que ce monde ne pardonnait pas l'insolence des serveuses. Alors elle a simplement continué de préparer la commande, lentement, avec soin. Elle a rempli la tasse avec le café le plus chaud, y ajoutant un soupçon de cannelle, ce que certains anciens soldats semblaient apprécier. Elle a mis le ragoût dans une assiette creuse, prenant soin de ne pas laisser le pain se détremper. Puis, elle a tout disposé sur un plateau, comme si elle servait une cliente ordinaire dans un restaurant chic. Parce que Lucie méritait cela. Et plus encore. Lucie, elle, n'a pas réagi. Pas un muscle de son visage n'a bougé. Elle n'a pas regardé les policiers. Elle n'a pas protesté, ni esquissé le moindre froncement de sourcils. Elle avait vu pire. Elle avait entendu pire. Elle connaissait ce genre de violence, rampante, insidieuse, plus cruelle parfois que les cris ou les coups. Elle savait qu'y répondre, c'était leur donner ce qu'ils voulaient. Une scène, une provocation, un prétexte. Alors elle est restée immobile, solide, présente. Mina a posé la tasse devant elle avec douceur. Le parfum du café chaud s'est élevé, enveloppant Lucie d'un nuage discret et réconfortant. Elle a remercié d'un simple hochement de tête, puis a refermé les mains autour de la porcelaine. Elle ne tremblait pas. Elle respirait lentement, longuement. Comme si, dans ce moment suspendu, elle se rechargeait d'une énergie invisible. Elle n'avait pas besoin de pitié. Elle n'attendait pas d'excuses. Elle prenait juste ce qui lui revenait. Un instant de paix, un café noir, un silence habité. Elle a continué à regarder le café fumant posé devant elle. Mais quand Rigal s'est levé, s'est approché et a laissé tomber un sachet de sucre sur l'assiette de Lucie en disant « Voilà, fais un tour pour gagner ton dîner. » Elle a doucement relevé la tête. Elle a saisi le sachet entre deux doigts, s'est retournée et l'a reposé sur la table des policiers. « J'ai servi à Koweït, messieurs. J'ai recousu des hommes ouverts en deux avec une lampe torche dans la bouche. J'ai gagné mon dîner. Bien avant que vous sachiez nouer vos lacets. » Elle n'avait pas haussé la voix, pas cherché à humilier. Elle avait simplement dit la vérité. Une vérité brute, nue, sans fioriture. Elle n'avait pas bougé autrement, n'avait pas jeté un regard de défi, n'avait pas serré les poings. Juste cette phrase, livrée avec la même précision clinique que celle avec laquelle elle avait autrefois refermé les chairs de soldats mutilés sur des tables d'opération improvisées, à des milliers de kilomètres d'ici, dans une chaleur étouffante et un silence plein de cris retenus. Un silence glacial s'est abattu dans le café. On aurait entendu une mouche frôler la vitre. Mina s'était figée derrière la machine à café, sa main encore posée sur la tasse vide. Une vieille dame près de la fenêtre avait cessé de mâcher. Même la radio en fond semblait s'être éteinte. Les visages s'étaient tendus, certains rougis par la gêne, d'autres crispés par la peur de ce qui allait suivre. Tous savaient qu'ils venaient d'être témoins de quelque chose qui dépassait l'ordinaire. Un adolescent, assis à une table près de l'entrée, avait discrètement sorti son téléphone. Il n'avait pas dit un mot. Il avait simplement enclenché la caméra, orientée avec soin, les bras baissés pour ne pas attirer l'attention. Il savait que ce genre de scènes, il ne fallait pas les raconter. Il fallait les montrer. Dumont, le visage congestionné par la colère, s'est levé d'un bond. Son tabouret a raclé le sol dans un grincement sec. Il pointa un doigt accusateur en direction de Lucie, sa voix montant d'un cran, à la limite de la rupture. « Vous êtes en train de menacer un officier? Vous croyez qu'on va vous laisser manquer de respect à l'uniforme? » Mais Lucie ne s'y a pas. Elle n'avait rien d'une menace. Juste une femme vieille, droite et fatiguée de devoir encore expliquer pourquoi elle avait le droit d'être là. Elle leva les yeux vers lui, lentement, comme on examine une ombre passagère. « Je prends mon repas. Et je n'ai violé aucune loi. » Sa voix était douce, mesurée, et pourtant elle résonnait plus fort que les cris. C'était une voix qui portait les ruines d'hôpitaux de campagne, les corps qu'on lave sans nom, les lettres de condoléances qu'on aide à écrire. Mais les deux policiers ne cherchaient pas la paix. La paix n'était pas ce qu'ils comprenaient. Ils cherchaient la soumission.
Ils voulaient effacer la gêne de leur humiliation publique par une démonstration de force. Et comme toujours, ils pensaient que cette force suffirait à tout écraser. Dumont fut le premier à bouger. Il contourna la table, attrapa Lucie par le bras gauche. Rigal l'imita presque instantanément de l'autre côté. Leurs gestes étaient secs, brutaux, automatiques. Ils l'empoignèrent comme on le ferait avec un déchet qu'on veut sortir par l'arrière. La tasse de café se renversa, le liquide noir se répandant sur le comptoir en rigoles tremblantes. La cuillère tinta au sol. La canne, quant à elle, tomba sur le lino dans un bruit mat, inutile désormais. Mina hurla. Ce n'était pas un cri réfléchi, pas un cri construit. C'était un cri instinctif, venu du ventre, un cri d'injustice pure. Elle bondit vers eux, les bras tendus pour les arrêter, pour défendre Lucie, pour faire quelque chose. N'importe quoi. Mais avant même d'atteindre le groupe, Dumont la repoussa d'un geste sec du bras, sans même la regarder, comme on balaye une mouche agaçante. Elle heurta le bord de la caisse enregistreuse, se rattrapa de justesse à une étagère, mais s'est faite repousser. En quelques secondes, Lucie s'est retrouvée menottée, traînée dehors sous les flocons de neige. En tombant, ses plaques militaires se sont détachées de son cou. Dumont a marché dessus sans même regarder. Mina, choquée, a couru dehors, a ramassé les plaques et les a glissées dans sa poche. Ce qu'elle a vu dans les yeux de Lucie à ce moment-là n'était ni la peur, ni la résignation. C'était un avertissement. « Si quelque chose m'arrive, avait-elle dit, appelez le général Mathieu Durand. Il est à Paris, au ministère de la Défense. Il saura quoi faire. » Mina, en pleurs, est retournée dans la salle de pause et a appelé. À sa grande surprise, elle n'a pas été mise en attente. En moins de 30 secondes, une voix posée a répondu. C'était le colonel Armand Lemoine, l'aide du général. Quand Mina a mentionné Lucie Belle, le ton de Lemoine a changé. « Restez où vous êtes. Ne parlez à personne. Transmettez-moi la vidéo. Nous allons nous occuper du reste. » À la préfecture de police, Lucie a été jetée dans une cellule sans ménagement. Malgré les douleurs dans ses épaules, elle est restée droite. Elle s'est replongée mentalement dans la salle d'opération de Bassora. Cela l'aidait à tenir. Elle a répété en silence, comme un mantra. Respiration lente, rester lucide, garder l'esprit clair. 1 heure plus tard, 2 hommes en costume sont entrés. Ils ont ouvert la cellule. « Madame Belle, veuillez nous suivre. » Elle les a observés un instant, puis a suivi. À l'accueil, Dumont et Rigal ont blêmi en les voyant. « Qui êtes-vous » a demandé Dumont. L'un des hommes a sorti sa carte. « Direction de la sécurité intérieure. Par ordre du ministère de la Défense, cette femme est libérée. Vous allez rester disponible pour enquête. » Dans la rue, Mina attendait avec un manteau prêt. Quand elle a vu Lucie sortir, elle a couru vers elle. « Je n'étais pas sûre que ça marcherait. » Lucie a pris ses plaques que Mina lui tendait. « Ça marche toujours, quand la vérité est de ton côté. » Cette nuit-là, le général Durand a appelé son avocate de confiance, maître Anaïs Doucouré, célèbre pour ses combats contre les violences policières. Une amie est en danger. Elle a sauvé des dizaines de vies en 91. Maintenant, c'est à nous. En moins de 48 heures, Doucouré était à Riverbrook. Elle a écouté le témoignage de Lucie, a visionné la vidéo, a étudié les antécédents de Dumont et Rigal. Résultat, 12 plaintes classées sans suite. Elle a réuni une équipe, techniciens, anciens militaires, informaticiens. Parmi eux, un certain Malik, Specht Ben Ali, ancien analyste du renseignement, et Leila Azoulay, ex-cybersécurité du gouvernement. Ils ont découvert que Lucie n'était pas un cas isolé. Un réseau baptisé les Discrets opérait à travers plusieurs commissariats, élimination ciblée des sans-abri, surtout les anciens combattants. Derrière tout cela, une entreprise, Helios Sécurité. Officiellement fournisseur de matériel, officieusement impliqué dans la gentrification violente. Leur but, dégager les quartiers pour les réhabiliter, vendre aux promoteurs et faire monter les prix. Plus les rues sont propres, plus les loyers explosent. Riverbrook n'était qu'un test. Maître Doucouré a alerté les médias. Les vidéos de Mina et les documents déterrés par Specht ont circulé. En une semaine, Justice pour Lucie faisait le tour des réseaux sociaux. Des collectifs d'anciens combattants sont descendus dans la rue. Des journalistes ont commencé à poser les vraies questions. Le maire a tenté de minimiser.
Mais lorsqu'un ex-policier a témoigné en direct que le capitaine Rigal organisait des rafles nocturnes et falsifiait les rapports, les digues ont cédé. Helios Sécurité a été perquisitionné. Le directeur régional s'est rendu, balançant tout le réseau pour éviter la prison. Lucie, elle, est restée discrète. Mais quand elle a été invitée à témoigner à l'Assemblée nationale, elle a accepté. Elle est montée au pupitre, droite, calme, avec sa canne à la main. Elle a parlé de Bassora, du cancer de son mari, de l'oubli dans lequel elle avait sombré. Je ne suis pas une exception. Je suis la norme. Ce pays oublie ses soldats, il oublie ses mères, il oublie ses promesses. Mais aujourd'hui, je vous le dis, nous sommes encore là, et nous ne nous tairons plus. Le lendemain, une loi d'urgence a été déposée pour protéger les anciens combattants sans abri. Un fonds national de relogement a été débloqué. Et à Riverbrook, l'ancien entrepôt où dormaient des dizaines de personnes a été transformé en centre d'accueil, maison Lucie Belle. Lucie n'est jamais retournée vivre dans la rue. Elle s'est installée dans un petit appartement derrière le centre. Chaque matin, elle arrose les plantes dans le jardin partagé. Et chaque soir, elle touche ses plaques autour du cou et murmure « On ne m'a pas effacé ». Ce que Dumont et Rigal avaient déclenché ce soir-là n'était pas une humiliation. C'était un réveil, et une vieille femme que tout le monde croyait invisible était devenue la voix d'une révolution que plus personne ne pouvait ignorer.